le sol est de la lave. Non, je plaisante. Mais en vérité, il est bel et bien en train de se déliter. Vous ne le percevez peut-être pas encore, mais une portion considérable du sous-sol nord-américain a déjà perdu près de 60 km de roche au niveau de sa base. Et non, il ne s'agit ni de séisme, ni d'immenses dolines. C'est le continent lui-même qui perd des fragments de ce qui stabilise son assise, l'empêchant de chanceler comme un vieux manège. Des chercheurs viennent de révéler une découverte géologique majeure. Une portion du socle nord-américain s'amincit peu à peu, comme une crème glacée fondant lentement au soleil. Comment sont-ils arrivés à cette conclusion? Ils ont en quelque sorte soumis la Terre à une IRM de haute précision, produisant des cartes en 3D où l'on voit des roches autrefois jugées inaltérables se liquéfier dans les entrailles terrestres, à l'image d'une pizza posée à l'envers dans un four. Pour saisir l'ampleur de ce phénomène, il convient d'abord de faire connaissance avec mes vieux amis, les cratons. Ils constituaient le socle profond des continents, épais, dur et d'un âge vertigineux, remontant à plusieurs milliards d'années. Ces structures résilientes ont survécu à des impacts de météorites, à l'explosion de supervolcans et au mouvement impétueux des plaques tectoniques. Si ces dernières entraient en conflit frontal, des chaînes montagneuses surgiraient. Si elles se séparaient, un nouvel océan finirait par naître. Tous ces bouleversements laissent leur empreinte à la surface de la Terre, mais les cratons, eux, semblaient inébranlables, de véritables survivants géologiques. À l'image des cafards, leur incroyable résistance à toute agression poussait les scientifiques à les croire quasi indestructibles. Mais voilà qu'un groupe de chercheurs, en testant leurs instruments à la pointe de la technologie, découvre l'impensable. Les cratons sont-ils en train de se désagréger? Par quel mécanisme? Voici la plaque Farallon, une ancienne plaque tectonique qui a commencé à s'enfoncer sous celle de l'Amérique du Nord il y a plus de 100 millions d'années. Ce phénomène, parfaitement naturel, s'appelle la subduction. C'est le moyen par lequel la Terre recycle ses roches et régule sa température interne. Le mouvement est si ancien qu'à présent, la plaque Farallon se trouve à près de 650 km du craton, tranquillement installée dans le manteau inférieur, étrangement proche du noyau externe de notre planète. La plaque Farallon, pourtant reléguée au tréfonds de la planète, continue de causer des désagréments, à l'instar d'un ancien colocataire dont les restes continuent d'empester votre frigo. En poursuivant sa descente, elle exerce une traction continue sur la base du continent nord-américain qu'elle distend jusqu'à en détacher des fragments, précipités dans le manteau profond. Et comme si cela ne suffisait pas, elle relâche en chemin de l'eau et du dioxyde de carbone dans les roches voisines, affaiblissant davantage le craton et le rendant plus vulnérable à l'érosion interne. Les scientifiques ont confirmé ce scénario en étudiant des centaines de séismes enregistrés par des milliers de stations. Leurs observations révèlent qu'une quantité considérable de matière continentale s'enfonce peu à peu, réduisant par endroits l'épaisseur du craton de près de 60 km, ce qui représente une quantité de roches phénoménale. Tout cela semble dramatique, mais inutile de céder à l'alarme. Le processus est d'une lenteur extrême, mesurée en millions d'années. Vos arrière petits-enfants marcheront sans doute encore sur un sol stable. Mais ne vous bercez pas d'une trop grande quiétude. Ce phénomène-là est lent, certes, mais un autre type d'affaissement bien plus rapide est déjà en cours. D'ici 2050, pas moins de 32 grandes villes américaines, parmi lesquelles New York, Baltimore et Charleston, pourraient se retrouver partiellement submergées. Et devinez quoi? Ce phénomène est, dans une large mesure, imputable à nos propres actions. Depuis 2007, les scientifiques ont observé que plusieurs villes s'enfonçaient lentement dans le sol, à raison de 1 à 2 mm par an. Charleston, en Caroline du Sud, se distingue tristement par un taux de 4 mm annuels. Ces chiffres peuvent sembler dérisoires, presque risibles. Pourtant, dans une ville perchée à peine 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, le moindre affaissement devient lourd de conséquences. Lors des pires inondations, les habitants doivent parfois abandonner leurs véhicules pour regagner leur domicile à la nage. Ce phénomène est connu sous le nom d'affaissement des terres. Lorsque l'on conjugue une subsidence progressive avec une élévation du niveau marin, on obtient un cocktail redoutable: rues inondées, terres agricoles rendues stériles par le sel, forêts fantomatiques et quantité de propriétaires excédés. Mais il n'y a pas que les logements. Ponts, routes, aéroports, centrales électriques, ces infrastructures essentielles au quotidien, sont également exposées à des dégâts majeurs.
réseaux électriques noyés, autoroutes englouties. Les conséquences économiques se chiffrent en milliards, et les risques pour les populations sont bien réels. Soyons néanmoins équitables. L'homme n'est pas responsable de tout. Une partie de ces désordres trouve son origine dans le lointain passé glaciaire. Il y a environ 12 000 ans, d'immenses nappes de glace recouvraient le nord des États-Unis, si massives qu'elles ont littéralement enfoncé la croûte terrestre sous leur poids. Lorsque ces calottes ont fondu, la surface n'a pas rebondi comme un trampoline. Elle a amorcé un lent jeu de bascule géologique. Les zones jadis comprimées remontent, tandis que les autres s'affaissent en réponse. Ce phénomène, nommé ajustement isostatique ou rebond post-glaciaire, se poursuit encore de nos jours. Cela dit, l'activité humaine est venue accentuer cette tendance. L'un des principaux responsables est l'extraction des eaux souterraines. Imaginez que l'on retire le rembourrage d'un matelas, il finit par se déformer. C'est ce qui se produit dans des régions comme la vallée centrale de Californie, où le sol s'affaisse de près de 20 cm par an en raison du pompage intensif pratiqué lors des sécheresses. Dans des métropoles comme New York, la menace ne provient pas uniquement de l'eau. Les gratte-ciel eux-mêmes accentuent le problème. En effet, accumuler des millions de tonnes de béton et d'acier sur un sol meuble entraîne inévitablement un affaissement. À titre de comparaison, le poids total des bâtiments new-yorkais avoisine les 762 milliards de kilogrammes, soit l'équivalent de quelques 3,5 millions de statues de la liberté superposées. Avec une telle masse concentrée sur une superficie restreinte, les couches de sol sous-jacentes finissent, inévitablement, par se tasser. Et si vous pensiez que la situation ne pouvait guère empirer, détrompez-vous. Les barrages que nous érigeons empêchent les rivières d'acheminer les sédiments qui, jadis, régénéraient naturellement les terres côtières. Ces sédiments jouaient un rôle essentiel, en redonnant du volume au sol. En leur absence, les zones littorales se compriment peu à peu, à l'image d'une éponge usée. Et lorsque les marais sont asséchés pour l'agriculture ou l'urbanisation, les sols tourbeux se dessèchent puis s'effondrent. On dirait que la terre n'obtient aucun répit. Les scientifiques ont aussi observé que d'anciennes zones humides, autrefois luxuriantes, figurent désormais parmi les régions qui s'enfoncent le plus vite, notamment sur la côte du Golfe. En Louisiane, par exemple, l'on perd l'équivalent d'un terrain de football de terre ferme à cause de cette combinaison dévastatrice d'affaissement et de montée des eaux. Alors, que nous reste-t-il à nous qui souhaitons simplement vivre au-dessus du niveau de la mer? Hélas, le tableau est peu réjouissant. Des bois entiers se transforment en forêts fantômes, submergées par les eaux. Les terres agricoles s'imprègnent de sel au point de devenir impropres à la culture. Et même en l'absence de pluie, certaines rues se couvrent d'eau, victimes d'inondations dites « par temps clair ». Et sur la côte ouest, la situation n'est guère plus reluisante. La Californie est elle aussi concernée. San Francisco et Los Angeles s'affaissent, ce qui les rend 2 fois plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Dans certaines zones, telles que la péninsule de Palos Verdes, le sol s'affaisse à un rythme tel que les habitants pourraient tout aussi bien adopter un mode de vie souterrain. L'Amérique serait-elle en passe de devenir la nouvelle Atlantide? Pas du jour au lendemain, certes, mais en l'absence de mesures concrètes, telles qu'une réduction drastique de l'exploitation des eaux souterraines et une planification urbaine plus avisée, près d'un demi-million de personnes se retrouveront en réel danger. Et les dommages immobiliers pourraient avoisiner les 109 milliards de dollars d'ici 2050. En définitive, même si l'Amérique du Nord ne semble pas sur le point de sombrer comme un soufflé mal cuit, des fissures bien réelles apparaissent dans sa croûte. Il conviendrait donc de limiter le pompage des nappes phréatiques, de repenser nos méthodes de construction et leur implantation, et de consacrer davantage d'efforts à la préservation des terres. Car si le sol venait à se muer en lave, nous regretterons de ne pas avoir, au moins, colmaté les premières brèches. Le plus puissant séisme jamais enregistré à l'est du fleuve Mississippi, survenu il y a plus de 200 ans, n'est jamais terminé, selon certains scientifiques. La plupart des séismes durent de quelques secondes à quelques minutes, et le record officiel jusqu'à présent est un séisme silencieux à Sumatra qui a duré 32 ans. Cet événement de glissement lent a déclenché un séisme massif et un tsunami. Alors, si c'est vrai que le tremblement de terre de New Madrid envoie toujours des répliques, nous aurons un nouveau nom en tête de cette triste liste. Le tremblement de terre a commencé en décembre 1811, par une puissante secousse dans une partie peu peuplée du nord-est de l'Arkansas. On a ressenti les secousses à près de 1600 km de distance à la Maison-Blanche, et les cloches des tours sonnaient à Boston, encore plus loin. Il a même fait couler le puissant Mississippi à l'envers pendant quelques minutes,
sur de nouvelles cascades formées par le sol déplacé. La ville de New Madrid, dans le Missouri, a complètement disparu dans la catastrophe. La Terre ne resterait pas immobile jusqu'à la fin de janvier de l'année suivante, lorsque les choses sont redevenues sérieuses. Un énorme tremblement de terre a frappé, cette fois près de la jonction de l'Ohio River et des Mississippi Rivers, juste dans le talon de la botte du Missouri. Les géologues pensent que c'était une rupture sur la faille de New Madrid, mettant encore plus de pression sur la faille de Reelfoot toute proche, juste quand les gens pensaient que cela ne pouvait pas empirer. 2 autres semaines de tremblements ont passé, et la faille de Reelfoot a cédé en profondeur sous New Madrid. Dans le Tennessee, environ 24 km au sud de New Madrid, le soulèvement du sol a créé le lac Reelfoot. Des bateaux à vapeur naviguaient le long de la rivière, avec des milliers d'arbres flottants et des hectares de bois déchiquetés par le séisme. À St. Louis, Missouri, qui est à 257 km de distance, les bâtiments ont été gravement endommagés et les cheminées sont tombées à Cincinnati, Ohio, à 644 km de distance. Les gens jusqu'à Montréal, Canada, à plus de 1600 km de distance, ont ressenti le tremblement de la Terre. Les sismologues ont enregistré environ 200 petits tremblements de terre dans la zone sismique de New Madrid chaque année depuis 1974. Certains chercheurs estiment que jusqu'à 30% de ceux-ci étaient des répliques de ces grands séismes survenus en 1811 et 1812. Dans certaines parties des États-Unis, où il n'y a pas beaucoup d'activité tectonique, ces répliques pourraient continuer à gronder pendant des années, peut-être même des siècles, après les grands séismes. Les répliques sont la façon dont la Terre libère toute cette tension accumulée à partir du séisme principal. Lorsque le sol tremble à cause du premier séisme, il exerce une tonne de pression sur les roches à proximité. Et quand ces roches ne peuvent plus supporter cette pression, elles se fissurent, causant encore plus de secousses, c'est la réplique. Elles peuvent être assez intenses, surtout juste après le séisme principal, mais elles s'affaiblissent avec le temps. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire que les tremblements de terre contemporains ont un lien avec ceux d'il y a 200 ans. Nous associons principalement les failles à ces lignes où les plaques terrestres se rencontrent. Mais il existe un réseau entier de ces dernières juste sous le centre de la plaque nord-américaine. Ils sont comme des reliques datant de 750 millions d'années, quand l'Amérique du Nord faisait partie d'un supercontinent appelé Rodinia. Lorsque Rodinia a commencé à se disloquer, il a laissé derrière lui ses rifts, des points faibles de la croûte terrestre qui s'étendent en profondeur, sous le Midwest moderne. Cela pourrait expliquer l'activité sismique. Une équipe internationale de géologues a décidé de jeter un nouveau regard sur 3 tremblements de terre majeurs qui ont secoué l'Amérique du Nord et de mettre fin au débat. Ils ont utilisé une nouvelle méthode mathématique appelée le plus proche voisin. Celle-ci stipule que si des tremblements de terre sont trop proches dans l'espace, le temps et la magnitude pourraient être considérés comme des événements indépendants de fond, alors on suppose que l'un a déclenché l'autre. Selon la manière dont vous observez les chiffres, entre 10 à 65% des récents tremblements de terre dans la région pourraient être des répliques de ces séismes historiques. Et un énorme séisme qui a frappé Charleston, en Caroline du Sud, à la fin du 19e siècle, pourrait expliquer jusqu'à 72% des tremblements de terre dans la région depuis lors. Mais tous les endroits ne sont pas les mêmes, donc le débat scientifique continue. En 1774, l'explorateur britannique James Cook remarqua une lueur au loin. C'était le volcan du mont Yassur, à Vanuatu. Ce vilain garçon crache de la lave et des cendres depuis ce temps, et il est fort probable qu'il fait cela depuis bien plus longtemps. Le volcan est en état d'alerte depuis octobre 2016, ce qui signifie que les choses sont vraiment instables là-bas. Ils ont même délimité un rayon de 610 mètres autour du cratère pour maintenir les gens en sécurité. Il y a eu des éruptions de faible à modérée intensité, projetant des cendres, des gaz et de la vapeur, et quelques explosions plus importantes qui ont propulsé des matériaux hors du cratère. Les images satellites ont détecté quelques points chauds de panache de dioxyde de soufre, montrant que Yassur mijote toujours une grosse tempête là-bas. Stromboli, l'une des îles volcaniques près de la Sicile, détient officiellement le record du monde Guinness en tant que le volcan en éruption continu le plus long. Il a fait un spectacle de feu pendant plus de 2400 ans de suite. Les anciens marins l'ont surnommé le phare de la Méditerranée. La plupart du temps, Stromboli se contente de cracher des éclaboussures. Mais de temps en temps, il fait couler de la lave ou projette des fontaines modérément hautes. Parfois, vous pourriez aussi apercevoir des éruptions provoquées par la vapeur.
Il y a plus de 200 millions d'années, le monde a subi une transformation majeure, avec non pas une, non pas deux, mais 4 éruptions volcaniques massives qui ont changé la donne. Tout cela s'est passé en Wrangellia, un large morceau de terre qui était autrefois un supermassif volcan s'étendant à travers ce qui est aujourd'hui la Colombie-Britannique et l'Alaska. Cette activité volcanique aurait pu aider les dinosaures à passer de la taille d'un chaton à celle des géants que nous avons vus dans Jurassic Park. Elle a déclenché une saison de pluie de 2 millions d'années. Elle a rendu le monde entier chaud et humide, et les dinosaures l'ont tout simplement adoré. Les chercheurs ont creusé profondément dans les couches de sédiments sous un ancien lac en Chine pour découvrir ses secrets. Ils ont trouvé des traces de cendres volcaniques et de mercure, des signes clairs de ces éruptions épiques. Il y avait des signatures de carbone montrant d'énormes pics de niveau de dioxyde de carbone, rendant l'atmosphère chaude et la pluie tombant à verse. Tout cela s'est produit en 4 impulsions distinctes, chacune déclenchée par ces monstrueuses explosions volcaniques. Il y a un endroit dans un parc national non loin de Sydney, en Australie, où un incendie fait rage profondément sous terre depuis au moins 6000 ans. On l'appelle Burning Mountain, et c'est un feu de couche de charbon, qui brûle son chemin à travers une couche de charbon sous la surface de la Terre. Une fois que ces feux souterrains commencent, ils sont quasiment impossibles à éteindre. Cette boule de feu mesure jusqu'à 9 mètres de large et est extrêmement chaude. Mais il n'y a pas de flamme, elle couve. Le feu progresse lentement à un rythme d'environ 1 mètre par an. Un agriculteur du coin l'a aperçu pour la première fois au 19e siècle et a cru qu'il s'agissait d'un volcan. Les gens qui vivent ici depuis des lustres croient que cet endroit est sacré. Ils l'ont utilisé pour cuisiner et fabriquer des outils, et racontent qu'il est né des larmes d'une veuve ou de la torche d'un héros. Mais les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un coup de foudre, ou du charbon qui chauffe comme un barbecue d'été à cause de l'interaction avec l'oxygène. Certains disent qu'il aurait pu brûler depuis avant l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre. Personne ne sait exactement combien de temps cette montagne brûlera ou dans quelle direction elle se déplacera. En ce moment, le charbon a suffisamment d'oxygène pour brûler pendant des siècles, voire des millénaires, sans intervention humaine. Le feu chauffe la montagne comme un gigantesque four, la faisant se fissurer et s'effriter, invitant davantage d'oxygène à s'y nourrir. Même si les humains décident d'agir, ces incendies de veines de charbon nécessitent des camions d'eau et d'azote liquide pour les maîtriser. Il y a plusieurs années, des explorateurs ont remarqué que la braise s'approchait d'une falaise surplombant une petite rivière. Et selon ce que la veine de charbon décide de faire ensuite, nous pourrions voir des changements spectaculaires ici dans les décennies à venir. Il pourrait y avoir des flammes avec beaucoup plus de chaleur, où la veine de charbon pourrait s'enfoncer, s'éteindre et s'éteindre.